Nous continuons de parler un peu donc de cette zone de libre-échange continentale qui entre en vigueur à partir de ce jeudi. Et la question qui faisait le débat, Pasteur Edo, comme Mayaba, c'est de savoir si c'est la démocratie qui est la condition au développement économique. Non, ben nous, on a besoin pour les principes, le respect des principes, les principes fondamentaux des droits de l'homme. C'est très important. C'est vrai que la Chine aujourd'hui, quand vous parlez de droits de l'homme en Chine, vous savez, les activistes et les défenseurs des droits de l'homme en Chine sont toujours pris, sont toujours pris comme des ennemis de la Chine. Ce qui, au fait, ne va pas durer parce que, vous savez, aujourd'hui, le monde aujourd'hui est un village planétaire où tout se fait sur minutes, sur secondes. Bon, donc, la Chine, tôt ou tard, va être démocratisée, certainement qu'on le veuille ou pas. Bon, donc, vaut mieux de le faire. Ils ont leur modèle, Ils ont leur modèle. Ils n'ont pas envie de copier ce modèle aussi. Donc, vous savez, pour moi, la démocratie, c'est le seul mode de gouvernement universel qui vaut la peine. C'est universel, c'est planétaire. C'est un système planétaire, qu'on ne veut pas, c'est un système planétaire. Mais il y a quand même certains, comme Mayaba, qui disent que quand l'investisseur arrive, il n'a pas envie de savoir si vous êtes démocratique ou pas. Il veut un État stable pour investir. C'est ça. Et surtout juste. Non, justement, c'est ce que nous sommes en train de dire parce que quand un investisseur arrive, c'est quoi d'abord il regarde? Est-ce que quand j'investis, je vais avoir le retour de mon investissement. Le retour à l'investissement. Donc, c'est aussi ça qu'il faut voir. Et donc, si peu importe qui est au pouvoir, comment le gouvernement, ça fonctionne, et tout ce qui entoure cette histoire de démocratie. Et donc, quand il a le retour à l'investissement, il ne tarde pas, il ne traîne pas. Donc, c'est pourquoi avant de venir pour investir, ces conditions-là sont des conditions sine qua non. Il doit poser ces questions et savoir et s'assurer effectivement que après avoir investi, après avoir s'implanté, est-ce qu'il doit avoir le retour de son investissement. Donc, je crois que la plupart des pays qui ont émergé aujourd'hui, c'est vrai, le pasteur l'a dit, la démocratie, on ne peut pas quand même s'en passer, on ne peut pas quand même dire que la démocratie, ce n'est pas un soubassement, enfin, ce n'est pas le paramètre même du développement. Mais pas sur tous les cieux. Aujourd'hui, les grands pays qui ont émergé et qui ont atteint un niveau de développement ne sont pas forcément... Même si vous prenez les États-Unis, je me dis aujourd'hui que ce n'est pas une grande démocratie. Si vous allez aux États-Unis, ce n'est pas une grande démocratie. Maintenant, c'est vrai, nous disons... Non, c'est une grande démocratie. Oui, non. C'est vrai qu'il y a des failles. Non, mais la démocratie n'a jamais été parfaite. Justement. Elle n'a jamais été parfaite. Justement. Au soleil, aussi, moi, je le dis, et la démocratie, c'est une bonne chose. Et il faut que l'Afrique aspire à la démocratie. Mais que chacun trouve son modèle. Au niveau voilà, le sujet dont nous discutons maintenant, c'est le commerce, c'est l'économie. Et moi, je crois que pour ce qui doit être favorable pour le commerce dans un pays, c'est qu'un état de droit où les institutions seront fortes, surtout la justice. Et il faut un pays stable, la sécurité, la justice. Et je crois que pour les modèles politiques, tout ça, là, ça n'influe pas trop sur le commerce. Mais il faut quand même que l'Afrique, qui est la démocratie, mais l'économie, le développement est très important. Ils sont très importants pour notre continent africain. Mais il faut toujours que nous ayons des institutions fortes pour pouvoir attirer les investisseurs. Et je crois que cette zone de libre-échange, ce n'est qu'une bonne chose. Nous sommes déjà, tous les pays se réfugient derrière leurs frontières. Et nous avons vu que ça ne marche pas. Maintenant, il faut aller vers un marché commun, il faut s'ouvrir. Et l'ouverture a été toujours une bonne chose. Vous voyez ce que Donald Trump est en train de faire maintenant au niveau, il est en train de mettre un peu du désordre sur dans l'ordre normal, dans l'ordre mondial normal. Et vous voyez que beaucoup de pays, même la Chine, s'élève contre cette manière de faire. Donc, et même l'organisation mondiale du commerce n'est pas d'accord avec cette manière de faire. Et nous avons maintenant intérêt à aller vers un marché unique. Pourquoi pas un marché unique mondial? Ce qui est difficile, mais il faut, ça n'avantage que ceux qui ceux qui se lèvent tôt et qui ont vraiment de l'expertise et les moyens, le savoir-faire, les moyens de pouvoir le faire. Et je vous dis que les zones de libre-échange ne profitent qu'à ceux qui maîtrisent bien
le commerce et qui maîtrise bien l'industrie et l'économie sur tout ça. Et ce n'est pas donné à tout le monde ou paresseux, entre guillemets. De toute façon, on parle ici quand même de zone de libre-échange commercial. On posait la question pour savoir si on ouvre les frontières et tout. Mais même quand vous prenez les questions sécuritaires, vous voyez aujourd'hui la tendance est à mutualiser les forces. Donc, par exemple, les armées, vous avez, je ne sais pas, les G5 qui rassemblent un certain nombre d'armées. On veut mutualiser les forces là, de sorte à ce qu'on puisse poursuivre l'ennemi et traverser votre frontière sans obstacle. On peut implémenter cela au niveau du commerce aussi. Non, on peut implémenter cela, vous savez, on ne peut pas faire l'investissement sans la sécurité. Sans la paix, sans la stabilité. Aujourd'hui, l'ennemi... Mais l'investissement n'a pas forcément besoin d'alternance. Non. Oh, mais bon, je crois que ça a besoin. Ça a besoin d'alternance. Parce que les gens ne peuvent pas faire les affaires avec les mêmes personnes. Ils vont estimer quand même que... Non, peut-être d'autres personnes qui vont venir feront mieux. On ne peut pas estimer l'alternance de ça. Mais bon, ce qui est important aujourd'hui, comme on dit, il faut mutualiser les forces pour lutter contre l'ennemi commun, c'est les djihadistes. Parce qu'avec les troubles au nord du Mali, un peu partout, on ne peut pas faire le commerce. Ce n'est pas possible d'aller dans ces zones-là. Donc, c'est pourquoi la mutualisation des forces pour faire le commerce et pour avoir cette zone de libre-échange est très indispensable. Mais il va falloir quand même en amont, on prenne des mesures et que l'Afrique soit consciente qu'avec ça, elle sera encore plus forte sur le plan mondial. C'est ce qui est important parce que quand les forces sont mutualisées en Afrique pour le commerce, l'Afrique peut peser dans l'Organisation mondiale du commerce et quitter ces 3%-là pour monter, pour au moins monter à un taux élevé. Sur un point, par exemple, ce qu'a évoqué Bosole Yobeku, les craintes du Nigeria sont fondées, par exemple, le Nigeria produit du ciment. Et si aujourd'hui le marché est ouvert et qu'un pays européen qui a des capacités de production peut-être 10 fois, 50 fois au-dessus de celui du Nigeria, va venir délocaliser, je ne sais pas moi, au Togo, au Bénin ou tout ça, et produire et noyer le Nigeria. Ça c'est crainte sont fondées. Donc il faut que l'Afrique arrive quand même à protéger sa frontière africaine. Mais en fait, le problème de protection ou de protectionnisme, c'est pas que c'est gratuit. C'est pour des intérêts. On vient de l'évoquer tout à l'heure. Et le Nigeria ne peut jamais accepter que son industrie soit noyée par d'autres pays qui viendraient investir parce qu'il y a des questions de libre-échange, parce on va déferler les produits, certains produits des autres pays pour concurrencer. Non seulement concurrencer, pour noyer. Ça peut peut-être noyer l'industrie nigériane. Donc je crois que, mais dans cette optique, il va falloir que ça soit une discussion d'État en État pour qu'ensemble, ils trouvent qu'ils trouvent des solutions aux problèmes de l'ensemble de l'Afrique. Parce que quand on parle de l'intégration africaine, ce n'est pas peut-être pour le Nigeria, ce n'est pas pour le Togo, ce n'est pas pour le Nigeria, c'est tout le continent qui en profite. Et donc, au moins que chaque pays puisse intégrer ce clan-là et qu'il puisse produire pour le bénéfice des Africains. Maintenant, le Nigeria, je ne sais pas pourquoi sur 49, c'est 22 qui ont ratifié. C'est aussi ça. C'est comme nous le disons. C'est la moitié presque. Oui, c'est petit. Moins de la moitié. Je pense que ça prend trop de temps pour l'intérêt que cela doit porter au continent africain. Chaque pays doit étudier. Pour la ratification. Oui, pour la ratification, je ne refuse pas. Mais ça, vous savez, c'est en quelle année ils ont signé ça? C'est en 2000. Je pense qu'il y a un an. 2018, c'est 2018. Dans le mois de mars. Je crois qu'il y a un seuil de pays. Quand ça arrive à 22, ça rentre en vigueur. C'est justement pourquoi Donc, en fait, moi, je voudrais dire, quand on prend l'exemple que vous venez de donner sur le ciment, et j'ai dit quelque chose tantôt que le Nigeria a aussi à gagner, beaucoup plus à gagner. Donnons l'exemple où, d'une manière bilatérale, entre le Togo et le Nigeria. Le Nigeria vend son ciment au Togo. Admettons, si le Togo était aussi s'est protégé contre le ciment du Nigeria, je crois que le Nigeria ne pouvait pas vendre son ciment au Togo. Donc, lorsqu'il y aura un marché unique, ça va de soi que le Nigeria peut vendre aussi son ciment dans les autres pays. Ça serait contre le Nigeria. Oui, justement, le Nigeria peut-être compte sur sa population, la population pour dire que non, du continent pour dire que lorsqu'il produit,
il peut aussi écouler à l'interne son produit, mais il a besoin aussi d'étendre son marché. Et la zone unique en Afrique, là, ça peut mais avec le libre-échange... Est-ce qu'avec cette zone de libre-échange, cela peut nous permettre de transformer nos produits, C'est le problème. Parce que vous prenez le café et le cacao aujourd'hui, ils sont produits en Côte d'Ivoire, mais qui sont traités ailleurs, qui sont revenus sur le continent de manière chère. Voilà. Bon, donc voilà, si cela peut aboutir à cela où nos produits sont transformés sur place, je crois que ça va vraiment... Non, mais dans ce cas, je dis non, puisque quand on parle de libre-échange, ce n'est pas un pays donnerait les moyens à un autre pays d'avoir les moyens de transformer ses produits. C'est que tu as... Oui, mais peut-être qu'il dit, par exemple, si on est encore à l'étape d'exporter que des matières premières, le Nigeria des matières premières, je ne sais pas moi, l'Afrique du Sud, Ghana et tout, qu'est-ce que ça fait d'échanger des matières premières entre soi? Il faut transformer maintenant pour que déjà le commerce intérieur soit fait sur la base avec des produits transformés. Est-ce que c'est cette entrée de libre-échange qui va permettre à un pays de transformer ses produits? Non, moi, c'est jamais l'idée. On a plus à gagner. C'est ce que je dis. Maintenant, pour qu'un pays arrive à transformer ses produits, il va falloir qu'elle fasse les politiques de ses moyens. Aujourd'hui, personne ne refuse à un pays de transformer ses produits. Si vous pouvez produire et transformer, c'est bien. Maintenant, si vous allez transporter vos produits vers un autre pays pour la transformation. Pour moi, ce que je dis, sur la base de ZLEC, est-ce que l'accord, il peut y avoir des accords entre les pays pour que les possibilités puissent être octroyées à ces pays-là pour pouvoir transformer les produits sur le champ. C'est tout ce qu'on Oui, bien sûr, c'est pas à cause de la transformation, c'est pour la transformation surtout qu'il y a cette libre... Oui, mais bien sûr. Cette zone de libre-échange. Et si ce n'est pas pour la transformation, ça va servir. Ça ne sert à rien. Je donne un exemple aussi, c'est quand on parle de transformation, ce n'est pas toujours la transformation de matières premières industrielles. Par exemple, la Côte d'Ivoire. La tchéquée de la Côte d'Ivoire même peut être exportée partout. Et c'est des produits agricoles. La Côte d'Ivoire est, je peux dire, l'expert à la tchéquée, par exemple, peut l'amener. Ça vient déjà au Togo. J'ai appris même qu'elle a pensé à la faire breveter parce que la Chine a copié. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens et nous avons à y gagner avec la transformation pour gagner en valeur ajoutée. On passe au second sujet, c'est le Nigeria. Les défis sécuritaires et économiques sont immenses pour le président Muhammadu Buhari, qui a été investi ce mercredi à Abuja pour un second mandat lors d'une cérémonie sobre et très brève, sans discours ni présence de chef d'État étranger. Moi, Muhammadu Buhari, je promets que je porterai allégeance à la République fédérale du Nigeria et que j'accomplirai mes devoirs à hauteur de mes meilleures capacités en respectant la Constitution. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État de 76 ans dans une tenue traditionnelle sahélienne, 3 mois après les élections de février contestées par l'opposition. Au Nigeria, Beau Soleil Obekou, disons qu'on prend la même et on recommence, c'est ça? Oui, bon, c'est déjà vu, on peut le dire ainsi, parce que le président Buhari est à son second mandat et au premier mandat, il avait promis et il a insisté sur la sécurité. Sa priorité était la sécurité. Et à la fin du premier mandat, on a constaté qu'il n'a pas trop convaincu sur ce point. Et il a promis, je crois, au cours de la campagne, que lors de son second mandat, il va insister sur l'économie, sur le travail, surtout l'emploi des jeunes. Donc, et on l'attend et je crois que le Nigeria a régressé beaucoup au cours de son mandat sur le plan économique. Et il va falloir relever ce pays sur ce plan. Et n'oublions pas aussi que la sécurité aussi est un défi. Et avec Boko Haram qui est toujours la nébuleuse qui gêne beaucoup, non seulement au Nigeria, mais au Niger et dans les autres pays. Donc, je crois que c'est un grand défi et que souvent, quand il y a de ce problème, depuis que le terrorisme s'est installé en Afrique, les pouvoirs en place, les pouvoirs ont de la peine à pouvoir faire évoluer leur économie. Donc, c'est le cas du Nigeria et je crois que le président Buhari a du pain sur la planche. Et il va falloir travailler pour satisfaire son peuple. De toute façon, les défis qu'il doit relever sont un peu les mêmes que ceux du premier mandat. En fait, ce n'est pas les mêmes défis, en fait. Puisque quand il est venu au pouvoir, je crois en 2015,
Et son premier défi, en fait, c'était le défi sécuritaire. Et juste après son premier mandat, les gens ont constaté qu'il a peu fait pour ce défi, en fait, pour le défi sécuritaire, pour la sécurisation, c'est la sécurité pour preuve, nous avons les Boko Haram, l'honorable vient de le parler tout à l'heure, et avec l'enlèvement des combien, je crois 200 jeunes filles qu'on a enlevées, Simok, tout ça là a été mis à son actif. Donc pour dire qu'il n'a pas réussi ce défi sécuritaire-là. Donc vous savez, aujourd'hui, même si le Nigeria a donné confiance à Buhari de revenir, vous savez qu'à l'époque, depuis les années 80, où il fut président, et c'était ce défi qui l'a ramené même au pouvoir en 2015. C'était le défi sécuritaire. Donc, c'était les gens avaient vu en lui le général qui pouvait régler les problèmes. Justement. Donc, ça fait que les gens ont trop cru en lui, pensant que c'est lui le Messie, c'est lui qui va sauver les meubles. Mais il est venu dans des moments où il ne pouvait pratiquement rien. Puisque aujourd'hui, le cas Boko Haram, le cas de djihadistes, le Buhari ne pourrait pas essentiellement seul combattre ce réseau-là. Et donc, je crois que pour ce deuxième mandat, les défis sont multiples. D'abord, ce premier défi sécuritaire, il doit entamer cela. Et il y a aussi le défi économique, parce que le Nigeria a régressé sur le plan économique. De toute façon, le pétrole même avait connu un coup, vraiment. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il doit faire des efforts pour... ça lui serait un peu difficile, à mon avis, un mandat pour régler à 76 ans, l'âge aussi est en train de prendre le pas. Même les questions de santé ont été un défi pour lui. Mais oui, justement. Donc, c'est pourquoi nous disons que dans l'ensemble, il a beaucoup de défis à relever. Et je me demande en 5 ans, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour relever en 4 ans, j'allais dire, pour relever ces défis. Pour ce second mandat, Pasteur Edo, il a annoncé au plan économique déjà une hausse des salaires minimum de 60%. C'est le côté social. Parce que le Nigeria était quand même ce pays qui avait l'un des plus faibles SMIC. Je pense qu'ils étaient à 18 000 de SMIC. Là, je vois comme ce qui est important pour le Nigeria, c'est que pour Buhari, il sait qu'il est à son dernier mandat, c'est le second et c'est le dernier. Ça, c'est un acquis. Ce qui n'est pas le cas dans les pays voisins, dans beaucoup d'autres, dans certains pays. Donc là, c'est déjà un acquis pour le Nigeria qu'il a encore 4 ans à faire pour se tirer d'affaire. Maintenant, quand est-ce qui concerne au défi, bon, je crois que tous les prédictions l'ont déjà dit, la sécurité, Boko Haram sévit encore. Ces derniers mois, en tout cas, ça fait trop mal, hein? Ça tire, ça tue. Et là, c'est encore ce qu'il attend. La corruption, il a pu réussir à rapatrier certains fonds. Mais quand vous voyez, la justice a peiné à condamner, à poursuivre. Lui-même, il a dit qu'il regrette que la justice ne soit pas allée au rythme qu'il voulait. A été très lente. C'est pourquoi, ironiquement, c'était de ses compatriotes l'appelle Baba Goslo. Baba Goslo. Mais je crois dans sa réponse, il a dit que cette fois-ci, les gens vont voir s'il va rapide, s'il est lent ou bien s'il est rapide. C'est ce qu'il a dit à ses détracteurs. Donc, c'est pour dire que le Nigeria... On a besoin de sécurité au Nigeria pour que d'abord la sous-région, la CEDEAO puisse survivre et que l'Afrique puisse, même le libre, ce qu'on parle la zone de libre-échange, ça là. Bon, donc, comme Mayaba l'a dit tout à l'heure, ce défi sécuritaire ne peut pas être gagné par le Nigeria seul. Voyant les moyens dont dispose la nébuleuse. On dirait que, comme pour les Maliens, ces derniers, je vous disais que le vrai terroriste, c'est la France. Vous voyez, donc quand vous le prenez ainsi, c'est les Maliens qui le disent, que le vrai terroriste, c'est la France. Donc quand vous le prenez ainsi, cette nébuleuse-là n'est pas seulement venue, de nulle part. Et sachant toutes les richesses qui sont dans la zone, alors les gens en profitent. Et les armements, les équipements militaires dont dispose Boko Haram, donc, qui aujourd'hui est sous-régional et africain, un peu partout sévit sur le continent. Donc, ce qui attend Buhari, et avec son âge aussi, vous l'avez déjà dit, le premier mandat a été vraiment, l'ennemi, son ennemi principal, le premier mandat, c'est la maladie. Il a été tout au long malade. Maintenant, il a repris, Dieu merci qu'il a repris, il ne fait pas trop signe de maladie comme le dernier mandat. Je crois qu'il va falloir qu'il bataille pour que la confiance renouvelée
ses compatriotes puisse être traduite et surtout relancer l'économie. Puisque le Nigeria a perdu. Quand vous voyez les classements aujourd'hui, le Nigeria a vraiment chuté. Et cela va être vraiment le véritable défi pour lui. Mais la sécurité d'abord, il faut sécuriser le Nigeria pour permettre aux citoyens... De toute façon, en matière de sécurité, par exemple, l'armée nigériane a porté un grand coup à Boko Haram, qui a tenté une incursion dans Maïdougouri. Bien sûr. Non seulement il a arrêté cette incursion, mais avant, au premier mandat de Buhari même, il a vraiment porté un coup dur à la nébuleuse. C'est pour cela que à la fin de son mandat, la nébuleuse a surgi pour montrer à ses électeurs que non, ils sont toujours là. Il n'a pas pu réussir son pari. Et ça n'a pas empêché les Nigériens de porter encore même si c'est le Nigeria était contesté. Il faut savoir aussi que peut-être que c'est le meilleur entre les deux principaux candidats. Ils l'ont jugé. Et les élections aussi, c'est quelquefois ça, le meilleur, parce que... Mais c'est quand même curieux, parce que le contentieux est toujours là, il n'a pas encore été vidé, mais il prête serment. Ah oui, mais c'est le... Comme au Ghana, tu te rappelles comme au Ghana aussi, c'est au cours de mandat de l'autre. Il prête serment, et je crois que ça s'est passé même en RDC. Les gens contestent encore les résultats. Mais la République évolue. Donc, sincèrement, le Nigeria, surtout, et son problème au niveau économique a été la chute des cours de pétrole. Donc, je ne sais pas si mais c'est ce qui arrive aussi à ces pétro-États où l'économie est bâtie sur le pétrole. Uniquement. Très fluctuant. Ah oui, et puis c'est pourquoi on les appelle souvent à diversifier leur économie. Et je crois que beaucoup, quand ils trouvent l'argent, quand ils croient l'argent du pétrole, là, ils ne pensent plus à autre chose. C'est quand il y a cette défluctuation qu'ils pensent maintenant à diversifier leur économie. Il y a le Tchad à côté qui a subi aussi le coup. Maintenant, il faut vraiment que les pays africains se ressaisissent sur le plan économique et diversifient surtout ces pays producteurs de pétrole. Et souvent, on le dit aussi que c'est quand on découvre peut-être le pétrole dans un pays que son malheur commence. En fait, le problème, on doit être regardant. Vous savez que l'Afrique, c'est un continent riche. Et la plupart des États africains, enfin, pas des États européens qui viennent, c'est pour peut-être profiter de l'Afrique. Et donc, nous devons être un peu prudents par rapport à nos richesses. Nous produisons, nous ne transformons pas. Et donc, tous les États européens, tous ces géants européens qui arriveront, c'est pour profiter de cette Afrique-là. Et donc, je félicite beaucoup, quand vous regardez, je félicite la RD Congo. C'est une parenthèse pour dire que Kabila n'a pas cédé à ces mendiants de l'Afrique, de l'Europe. Aujourd'hui, on aurait pu arriver à une catastrophe. Mais il a tenu tête, il dit niet, la RD reste le pays pour les Congolais. Et on ne va pas vous donner la main. Puisque tous les gens, tous les pays, les grands qui viennent pour se mettre la main, pour dire que voilà, c'est pour des intérêts, ce n'est pas gratuit. Et donc, vous allez voir que dans tous les États africains où il y a l'instabilité, c'est provoqué, justement. C'est par les grandes multinationales. Justement. Donc, ça veut dire que c'est ces personnes ou c'est ces pays européens qui viennent semer ces désordres-là pour déstabiliser et gagner, pour avoir la plus-value. Donc, je crois que nos États africains doivent être... C'est vrai que nous n'avons pas les moyens. On dit que c'est souvent ça, quoi. Le faible fléchit toujours devant le plus fort, quoi. Donc, ça fait que nous devons être un peu regardants et puis cultiver notre culture. C'est si important. Il faut qu'il y ait une culture africaine. Dire que nous allons faire de manière à ce que nous allons avoir une solidarité africaine et profiter de cette solidarité grandie. Bon, il y a quelque chose qui est rare sur le continent, c'est à cet exercice-là que Buhari se prête tout le temps prêter serment et puis déclarer. Voilà, c'était très important qu'il n'y a pas eu trop de la sobriété de la cérémonie où il n'y a pas de grandes dépenses à faire parce qu'on n'a pas d'argent. S'il faut faire venir tous les chefs d'État, les nourrir et puis leur déplacement et autres, ça aussi c'est un aspect très important. Surtout s'il faut enterrer quelqu'un. S'il faut enterrer, c'est la déclaration des biens. C'est la déclaration
déclaration, il s'est prêté en quoi? Nous venons d'introduire ça. Non, vous venez après 15 ans. Après 15 ans de... Regardez l'investiture de Zuma avant-hier qui a réuni plus de... Quoi, combien? Ramaphosa, il allait dire pas Zuma, de Ramaphosa, qui a réuni plus d'une... La plupart des chefs d'État. Mais ça, c'est encore mieux, les funérailles de Tienne. Oui, il y a 6 chefs d'État qui sont annoncés. 6 chefs d'État. C'est de la pagaille, c'est de ça. Un corps qui a traîné pendant des années, pendant plus de 2 ans, qui vient avec être enterré avec des milliards, alors que les gens n'ont pas de l'eau, les gens n'ont pas d'école. Alors ça, c'est l'Afrique. Alors que celui qu'on enterre lui-même disait le peuple d'abord. Oui, mais si lui était en il est là. Il n'est plus là. C'est ce que dit la Lucha, qui dit on aurait pu s'inspirer de cette philosophie et cet argent qu'on veut dépenser. En fait, ce n'est pas la même. Auxquels on donne son nom. Oui, ce n'est pas la même personnalité. En fait, c'est lui qui a dit le peuple d'abord. C'est son fils et c'est le même parti. Non, en fait, c'est des visions différentes. D'accord. Alors, revenons au Nigeria. Au soleil, le président Buhari lui-même, il appelle, je pense, quand il parle de la corruption, il appelle ce cancer. Alors, est-ce qu'au Nigeria, on peut combattre la corruption quand, par exemple, vous avez été candidat face à Aboubakar, qui est considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus corrompus, et qu'on a pu laisser être candidat comme ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas combattre la corruption. On peut combattre la corruption, quoique c'est très difficile. Même dans tout le monde entier, il est très difficile de combattre la corruption. Mais on peut. Et ce n'est pas impossible de combattre la corruption. Et je crois que le Nigeria est, on le dit souvent, champion au niveau de la corruption en Afrique. Quand on veut parler de la corruption, on cite toujours en premier lieu le Nigeria. Donc ça serait très, très, très difficile parce que au niveau de la sphère politique même, ceux qui sont les leaders, ceux qui sont les premiers responsables politiques, ce sont les gens qui ont fait de l'argent, qui ont prospéré. On accuse, comme tu viens de le dire, avec Aboubakar, qui sont très puissants, qui ont des réseaux, qui ont des réseaux et qui sont bien implantés. Et donc, ça sera très difficile. Mais moi, je ne dis pas que ça c'est impossible. La corruption peut être combattue et il faut le combattre pour pouvoir créer de la richesse et tirer le pays vers le haut. Mais dans ces conditions, quand on veut mener une lutte accrue contre la corruption, ça va ressembler peut-être à faire une chasse dans le camp des adversaires? Non, pas du tout, pas du tout. La corruption, vous savez que... Vous avez vu quand, par exemple, il avait fait démis le président de la Cour suprême, tous ceux dont on l'a accusé, quand il a traqué un certain nombre de personnes corrompues, on l'a accusé de vouloir éliminer ses adversaires. Non. Vous savez, les adversaires politiques, ils tiennent des langages qui ne peut que les arranger. Alors, je crois que Buhari est dans la logique de la bonne gouvernance. Quand je parle de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Sûr, donc, aujourd'hui, si véritablement les institutions fonctionnent bien et qu'on trouve qu'il y a quelqu'un qui est impliqué dans une affaire de corruption, qu'on ne peut pas le juger parce que demain, il est adversaire politique de Buhari. Je crois que ça ne résout pas véritablement le problème. Donc c'est comme ailleurs, par exemple, au Togo ici, on va peut-être prendre un monsieur Jean-Pierre Fabre, c'est un exemple que je suis en train de donner, qu'il est lié à un problème trempé dans une affaire de corruption, parce que si demain on les traduit devant la justice, on dirait que non, que bon, on veut le finir avec lui. Non. Ça c'est passé au Sénégal. Justement, donc Sénégal, c'est passé au Sénégal. Donc je crois que la lutte contre la corruption, même, c'est un credo pour les pays africains. Il faut que nous fassions tout pour mettre à terme cette situation. Sauf que les détracteurs qui pensent que non, c'est lutter peut-être chasse aux sorcières. Non, je ne crois pas fondamentalement que ça. On va aller à la pause et on revient après le journal continuer.